Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire et cette histoire, je pense que vous la connaissez tous puisque c'est une histoire très connue. On va parler du calvaire qu'a subi Sylvia Likens. Si ce nom vous dit rien, peut-être que celui de Gertrude Baniszewski vous dira plus quelque chose. Gertrude Van Fossaan naît le 19 septembre 1929 dans l'Indiana et c'est la troisième d'une famille de 6 enfants. Sa famille fait partie de la classe ouvrière, on n'a pas énormément d'informations sur son enfance, si ce n'est qu'elle ne s'entendait pas vraiment avec sa mère. Par contre, elle avait une très bonne relation avec son père. Ça ne va pas s'arranger puisqu'en 1940, elle assiste au décès de son père qui meurt d'une crise cardiaque et elle se retrouve à vivre avec sa mère avec qui les relations sont plus que tendues. D'autant plus qu'à ce moment-là, sa mère se retrouve seule à élever 6 enfants et ce n'est pas évident. Gertrude Van Fossaan arrête l'école et à l'âge de 16 ans, elle se marie avec un futur policier de 18 ans qui s'appelle John Baniszewski. Gertrude Baniszewski travaille dans un premier temps comme vendeuse dans une pharmacie. Elle arrêtera assez vite puisqu'avec John, ils auront 4 enfants. Paula, Stephanie, John et Mary. Son mari, qui est très instable psychologiquement, la bat souvent afin de se défouler, de déverser toute sa colère et il ne se gêne absolument pas pour le faire devant leurs enfants. Après 10 ans de mariage, ils divorcent et c'est Baniszewski, Gertrude, qui obtient la garde des enfants. Moins d'1 an après son divorce, elle rencontre et elle épouse un nouvel homme qui s'appelle Edward Guthrie. Bon, ce mariage ne durera pas très longtemps, il durera 3 mois puisqu'il ne supporte absolument pas ses enfants et à l'issue, à la fin de ce mariage, Gertrude Baniszewski retourne dans l'Indiana et elle se remet de nouveau avec John. Et si depuis tout à l'heure je continue de l'appeler Baniszewski, c'est parce qu'ils se sont de nouveau mariés une deuxième fois et ils ont eu 2 autres enfants qui sont Shirley et James. Et ils vont de nouveau divorcer et cette fois-ci ce sera définitif et c'est en 1963. 3 ans plus tard, en 1966, Gertrude Van Fossaan, âgée de 37 ans, rencontre un nouvel homme et elle commence une liaison avec Dennis Lee Wright. C'est un homme de 22 ans. Ils emménagent ensemble et après une fausse couche, elle donne naissance à son 7e enfant, Dennis Lee Wright Jr. Ce n'est pas sa seule fausse couche puisqu'en tout elle en a subi 6 et il est dit que cette fausse couche était due à une agression de son compagnon. Mais là, rien n'a été prouvé. Peu de temps après la naissance de son dernier fils, Dennis Lee Wright Sr. l'abandonne et il la laisse avec le 7e enfant. Elle se retrouve donc avec 7 enfants à charge et avec aucune aide. Elle a tout de même demandé une pension à Dennis pour le fils qu'ils avaient en commun. Ça a été accepté par la cour, cependant Dennis n'a jamais rien payé. Pour assurer l'éducation de ses 7 enfants, elle fait des petits boulots à droite à gauche pour essayer de récupérer un maximum d'argent. Et ce n'est pas tout puisque sa fille Paula se retrouve enceinte à l'âge de 17 ans. Côté santé, Baniszewski, c'est pas top. Elle souffre d'une maladie chronique, elle ne s'alimente pas énormément, elle fume beaucoup. Donc elle a une apparence très maigre, quasi squelettique et elle en paraît 10 ans de moins. Pour vous faire un petit peu le topo, elle a 7 enfants dont 1 hors mariage, 2 mariages ratés et un homme qui l'a abandonné juste après la naissance de son fils. Pour sauver un peu la face, elle se présente comme Madame Wright et elle dit à tout le monde qu'avant que Dennis l'abandonne, il s'était marié. C'est pour ça qu'elle utilise le nom de Wright. Donc on va l'appeler Wright sur tout le reste de la vidéo. En plus, c'est plus facile Wright que Baniszewski, je trouve, à dire. Laissez-moi vous parler à présent de Sylvia Likens. Oui, pour l'instant, ça sort un peu de nulle part, mais vous allez très vite comprendre qu'il y a un lien entre ces deux. Sylvia Likens est née le 3 janvier 1949. Ses parents sont forains, ils travaillent dans les fêtes foraines, ils se déplacent de ville en ville, ils s'entendent très bien et ils ont eu 5 enfants, dont 2 jumeaux, enfin 2 fois des jumeaux, plus Sylvia, qui du coup était la seule à ne pas avoir de jumeaux ou de jumelles. Les 5 enfants sont Daniel et Diana, Sylvia, puis les autres jumeaux, Jenny et Benny.
Cependant, Sylvia n'est pas seule, elle s'entend très bien avec ses frères et sœurs, et notamment avec la petite dernière, Jenny, puisque Jenny avait eu la polio, donc elle s'était fabriquée une attelle de fortune, elle boitait, et Sylvia l'avait prise sous son aile. La famille ne gagnait pas énormément d'argent, si bien que sur son temps libre, Sylvia travaillait pour pouvoir aider ses parents. La situation va se compliquer puisque le 3 juillet, la mère Betty va être arrêtée pour vol à l'étalage. Elle est mise en prison et le père Leicester a du mal à s'occuper des 5 enfants. Donc ce qu'il fait, c'est que les 2 garçons de la famille vont être placés chez les grands-parents. La plus grande fille, elle est déjà partie de la maison, donc c'est bon, il n'a pas besoin de s'en occuper. Et ensuite, il reste Sylvia et Jenny dont il a la charge. Pour l'instant, il les garde, mais il se dit que s'il pouvait trouver une solution pour qu'elles puissent être placées dans des foyers ou être gardées par d'autres parents, ce serait beaucoup mieux, d'autant plus que le milieu forain n'est pas trop adapté. Sylvia Likens devient amie avec Stephanie Banisowski, la fille de Madame Wright. Et puis un jour, lorsque Sylvia est invitée pour une soirée pyjama, son père Leicester discute avec Madame Wright. Bien sûr, elle s'est tout de suite présentée comme étant Madame Wright. En discutant, elle se rend compte des difficultés que Leicester traverse. Tout naturellement, elle lui propose de garder Sylvia et Jenny contre 20 $ par semaine. Il se dit que ça peut être une bonne idée et étant donné que Sylvia est amie avec Stéphanie, il lui fait totalement confiance. D'autant plus que c'est une femme qui a eu 7 enfants. Elle sait s'occuper des enfants. Il ne visite même pas la maison. S'il l'avait visité, il se serait certainement rendu compte qu'il n'y avait pas de cuisinière, de micro-ondes, pas assez de vaisselle pour tout le monde, pas non plus suffisamment de lits pour tous les enfants, et qu'en plus de ça, il y avait une sacrée couche de poussière dans toute la maison. Comme il accepte, Sylvia et Jenny Likens vont vivre chez Madame Wright. Au début, tout se passe bien. Les filles sont très aidantes, elles s'intègrent bien dans la famille et elles se rendent même à l'église le dimanche. Sauf que le père, il paye pas toujours les 20 $. Et Madame Wright, ça l'énerve un petit peu. Elle dira d'ailleurs aux filles « J'ai pris soin de vous 2 pour rien », avant de les frapper au niveau des fesses avec une sorte de pagaie. On sait que Sylvia n'avait pas énormément à manger dans cette maison, si bien que des fois elle fouillait les poubelles pour trouver de quoi se nourrir. Avec sa sœur, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle collectait les bouteilles de coca vides afin de pouvoir les revendre et de se faire un petit peu d'argent. Elle voulait acheter des bonbons avec. En rentrant, Madame Wright les accuse de vol. Sylvia lui explique qu'elle ne les a pas volés puisqu'elle a été les chercher dans des poubelles et juste elle s'en est servie pour les revendre. Donc c'est pas du vol puisque les gens les avaient jetés. Et pour ça, elle décide de la punir. Elle lui demande de s'allonger sur le lit et là encore, elle la frappe avec une pagaie. Un autre jour, pour la punir, elle l'a forcée à manger un hot dog rempli de condiments et lorsque Sylvia vomissait, elle la forçait à manger son vomi. Toujours autour de la nourriture, quelque temps après, les enfants de Madame Wright lui ont rapporté qu'ils avaient été dégoûtés par la quantité de nourriture que Sylvia avait mangée alors qu'ils étaient à un repas organisé par, je ne sais pas si c'était l'église, mais en tout cas la communauté religieuse. Encore une fois, pour la punir, elle l'a frappée une 15aine de fois avec la pagaie. C'était Sylvia qui était la cible des violences de Madame Wright et pas sa sœur Jenny. C'est vraiment Sylvia qui prenait tout. Mais Madame Wright n'est pas la seule à la maltraiter puisque dans la famille, il y a aussi sa fille Paula qui s'en prend à elle. Si elle s'en prend à elle, c'est parce qu'elle était jalouse et notamment de la beauté de Sylvia. C'est en août 1965 que la situation se dégrade. Sylvia avait confié à Paula qu'elle avait un petit ami au lycée. Et ça n'a pas trop plu à Paula, puisqu'elle était jalouse d'elle. Elle a donc accusé Sylvia d'être une prostituée et elle a dit à tous ses frères et sœurs, mais aussi à sa mère, que Sylvia était enceinte. C'est faux, hein. Elle a vraiment dit ça pour se venger. Elle savait qu'en disant ça, sa mère allait être violente avec Sylvia. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle lui a donné des coups de pied au niveau de l'entrejambe. Quand Sylvia voulait s'asseoir sur la chaise, c'est Paula qui l'a jetée de la chaise en lui disant « Tu n'es pas apte à t'asseoir sur des chaises ». Évidemment, comme sa mère la soutenait, après cet incident-là, Sylvia devait demander la permission avant de s'asseoir. C'est aussi à ce moment-là que Madame Wright a autorisé ses enfants à se servir de Sylvia comme un punching ball. Ils étaient autorisés à la frapper, à la torturer, à la pousser dans les escaliers. Bref, tout ce qui pouvait lui faire du mal, ils avaient le droit de le faire. Je me demande comment cette histoire a pu exister. En fait, quand je faisais mes recherches, je me disais non, c'est pas possible. Impossible qu'il y ait eu ça. Mais si.
Et là, ce que vous entendez, c'est que le début. Si ça vous choque déjà là maintenant, tenez-vous prêts parce que ça va être de pire en pire. Jenny était solidaire avec sa sœur. Le lendemain, pour se venger, les deux sœurs ont décidé de propager une rumeur au lycée. Elles ont dit à tout le monde qu'elles avaient vu Paula et Stéphanie avoir des relations sexuelles avec des garçons en échange d'argent. Le problème, c'est que Stéphanie a un petit ami qui s'appelle Coy Hubbard. Et quand il apprend ça, il pète un câble. Il se dit mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, c'est n'importe quoi. Et si c'est pas vrai, va falloir que j'aille lui casser la gueule. Stéphanie le rassure et elle lui dit « T'inquiète pas, tu peux venir chez moi ce soir et tu peux la frapper. » C'est ce qu'il fait. Il se rend au domicile de Madame Wright et puis il va pour frapper Sylvia. Et Madame Wright, ça lui plaît. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui demande de venir de temps en temps pour pratiquer des prises de judo avec Sylvia. C'est une manière aussi pour elle de la punir, mais d'une autre façon. Ce n'est pas le seul lycéen qui fait ça, puisqu'après ça, Madame Wright a réussi à convaincre la meilleure amie de Sylvia, Anna Cisco, que Sylvia l'avait traitée de pute devant des garçons. Son but à elle, c'était tout simplement qu'Anna s'attaque violemment à Sylvia, pour se venger. Sa perversion ne s'arrête pas là, puisqu'elle va aussi voir l'une des amies de Paula, Judy Duke, pour lui dire que Sylvia avait répandu des rumeurs sur sa mère. Après ça, elle organise une bagarre et pendant cette bagarre, elle demande aussi à Jenny de frapper Sylvia. Jenny refuse au début, mais après avoir été frappée plusieurs fois au visage, elle cède. Et Sylvia lui a aussi dit de le faire puisqu'elle n'avait pas envie que sa petite sœur ne prenne trop cher. Le pire, c'est qu'il y a une voisine qui a été témoin de certains actes, mais qui n'a rien dit. C'était en août 1965, il y avait une maison à vendre à côté du coup de la maison de Madame Wright et c'est le couple Phyllis et Raymond Vermillion qui achètent la maison. Au début, Phyllis pense que Madame Wright pourrait être une très bonne babysitter pour ses deux enfants puisqu'elle la voit sans arrêt au contact d'enfants et elle se dit que ça pourrait être une solution. Sauf que pendant le barbecue qui avait été organisé afin que les deux familles se rencontrent, elle remarque que Sylvia a un œil au beurre noir et Paula lui dit très fièrement que c'est elle qui lui a fait ça. Ce n'est pas tout puisqu'elle a aussi été témoin de Paula qui jetait un verre d'eau chaude au visage de Sylvia. Après ça, elle se dit que c'est peut-être pas une bonne idée que ses enfants soient confiés à cette femme puisqu'elle n'a pas envie qu'ils subissent ça en étant dans cette maison. Et 2 mois plus tard, elle se rend chez Madame Wright pour lui emprunter quelque chose et à ce moment-là, elle voit Sylvia passer et elle la trouve assez étrange. Encore une fois, elle a un œil au beurre noir, mais en plus de ça, elle a les lèvres gonflées et elle paraît complètement stone. Paula lui explique comment ça s'est passé, elle lui dit qu'elle avait enlevé sa ceinture, qu'elle avait battu Sylvia. Et à ce moment-là, la voisine, elle dit rien aux autorités. Alors qu'elle aurait pu et dû avertir à ce moment-là. Un jour, Sylvia rentre de l'école et elle a volé un jogging. Madame Wright s'en rend compte puisqu'elle ne connaît pas cette tenue et elle lui demande « mais où est-ce que tu as trouvé ça ?» Ce qu'il s'est passé, c'est que Sylvia avait besoin d'un jogging pour les cours de sport. Elle avait demandé à Madame Wright de lui en acheter un et Madame Wright lui avait dit que non, elle n'avait pas assez d'argent, qu'elle n'avait pas envie non plus de dépenser d'argent pour elle, notamment dans un jogging. Donc Sylvia en a volé un à l'école puisqu'elle en avait besoin d'un. Pendant quelques jours, elle lui interdit d'aller à l'école et pour la punir, elle lui donne des nombreux coups de pied au niveau de l'entrejambe. Comme si cela ne suffisait pas, elle lui brûle également le bout de chacun de ses doigts avec une cigarette. J'ai l'impression qu'à chaque nouvelle torture débloquée, c'est un peu un nouveau jeu, puisque maintenant les fumeurs de la maison ont pris l'habitude, des fois, d'écraser leurs cigarettes sur Sylvia, sous prétexte que c'était une leçon pour qu'elle ne vole plus. Quelque temps plus tard, Madame Wright l'accuse de prostitution, elle la force à se déshabiller devant ses garçons, mais aussi devant d'autres garçons du quartier. Et si elle ne le fait pas, elle menace de frapper Jenny. Et ça ne s'arrête pas là, elle a fait ça juste après que Sylvia ait collecté de nouveau des bouteilles de coca. Et si elle la déshabille, c'est parce qu'elle a une idée en tête. Elle lui tend ensuite la bouteille de coca et elle lui demande de se masturber avec l'objet devant les garçons. Après ça, Sylvia devient incontinente. Comme Madame Wright ne veut pas qu'elle fasse pipi sur le matelas, elle lui demande d'aller dormir au sous-sol. Et là, sans mauvais jeu de mots, c'est la descente aux enfers. Dans le sous-sol, il n'y a pas de toilette. Je vous laisse donc imaginer l'horreur que Sylvia a dû subir en devant faire ses besoins par terre. D'autant plus que ça mettait encore plus en colère Madame Wright,
puisqu'elle faisait ses besoins par terre, et elle a mis en place le régime du bain afin de nettoyer celle qu'elle appelait ma sale fille. Et cela n'a rien de gentil, hein. Elle remplissait la baignoire avec de l'eau brûlante, puis elle attachait les poignets et les chevilles de Sylvia et elle la jetait dans l'eau. Cela pouvait être plusieurs fois par jour, ou même pas du tout, et après le rituel du bain, Paula prenait un malin plaisir à écraser des poignées de sel sur le corps nu de Sylvia. Vous pensez que c'est fini ? Bah non, c'est toujours pas fini. Les enfants de Madame Wright ont décidé de transformer Sylvia en bête de foire et se faire de l'argent sur son dos. Tous les enfants du quartier qui souhaitaient la voir et ou lui faire du mal, ils le pouvaient en échange d'une pièce de 5 cents. Elle était constamment nue, elle n'était pas très souvent nourrie. Quand Madame Wright l'autorisait à manger, c'était de manière assez bizarre. Par exemple, elle lui a servi une soupe un jour et elle l'a forcée à manger avec ses doigts. Un jour, Paula a frappé Sylvia tellement fort qu'elle s'est cassé le poignet. Pour que vous vous rendiez compte de la violence des choses, elle a eu un plâtre et ça lui a fait plaisir puisqu'après, avec le plâtre, elle pouvait la frapper encore plus fort. Sylvia et Jenny avaient très peur de dire ce qu'il se passait dans la maison pour deux raisons. Elles avaient peur des représailles si elles en parlaient et que ce soit encore pire. Et la deuxième, c'est que Madame Wright les avait menacées de les tuer si elles disaient quoi que ce soit. Un jour, Sylvia et Jenny ont vu Diana dans un parc et Sylvia était affamée à ce moment-là. Donc elle lui a demandé si elle pouvait manger son sandwich. Diana lui a laissé le sandwich comme ça, mais elle ne s'est pas doutée de quelque chose. Le problème, c'est qu'un des enfants de Madame Wright l'a vu manger le sandwich et quand Madame Wright l'a appris, elle l'a puni. Et cette fois-ci, la violence est montée d'un cran puisqu'elle l'a étranglée, elle l'a battue et elle l'a ébouillantée pour la laver de ses péchés. Si Sylvia avait le malheur de s'évanouir, ce qui lui est arrivé, pour ne rien vous cacher, Madame Wright la frappait beaucoup plus fort contre le mur pour qu'elle se réveille. Quelque temps plus tard, Sylvia a eu le courage d'en parler avec sa sœur, mais sa sœur ne l'a pas cru. Et Jenny a aussi écrit une lettre à sa sœur pour lui expliquer ce qu'il se passait. Mais sa sœur s'est dit que elle était juste pas très contente d'être là-bas. Selon elle, elle faisait tout ce pataquès parce qu'elle voulait vivre avec elle. Sauf que Diana, elle était mariée, elle avait des enfants, elle n'avait pas envie d'avoir ses sœurs en plus à charge. Vous vous souvenez de Judy Duke dont je vous ai parlé? Elle a expliqué à sa mère ce qui s'était passé, ce qu'elle avait vu, et sa mère lui a juste répondu « Bof, t'en fais pas, ce sont juste des punitions. » Juste des punitions? Ça va un peu loin quand même comme punition. Roy Julian, qui est le révérend de la famille, avait pris pour habitude de venir voir chacun de ses paroissiens chez eux et il était venu rendre visite à Madame Wright. Pendant cette visite, elle se plaint de Sylvia. Elle lui dit que cette jeune fille est un véritable fardeau, que c'est une prostituée, qu'elle est déjà tombée enceinte. En réalité, c'était Paula qui était enceinte de plusieurs mois, et d'un homme marié en plus. Mais ça, elle s'est bien gardée de le dire. Sylvia, de son côté, elle était vierge. Ensemble, ils prient pour le salut de Sylvia. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité là. Vous êtes certainement en train de vous dire, mais alors comment tout ça s'est arrêté? Eh bien, c'est simple. Un jour, Diana se rend chez Madame Wright parce que de temps en temps, elle rendait visite à ses sœurs. Mais ce jour-là, Madame Wright ne veut pas la laisser rentrer, sous prétexte que le père, Lester Likens, aurait dit à Madame Wright de ne pas laisser rentrer Diana. Ce qui est très bizarre. Et comme Diana trouve ça aussi bizarre, elle insiste auprès de Madame Wright en lui disant qu'elle veut voir ses sœurs et qu'elle la laisse rentrer. À ce moment-là, Madame Wright, elle lui dit « Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police ». Elle cède. Elle part. Enfin, elle fait mine de partir. Elle contourne un petit peu la maison, elle se cache et dans le jardin, elle aperçoit Jenny. Elle lui fait des signes et Jenny lui dit qu'elle n'est pas autorisée à parler, qu'il faut qu'elle s'en aille, que ça craint en gros. Enfin, elle lui dit pas ça craint, mais avec son visage et son expression, c'est ce que Diana comprend. Inquiète, elle contacte les services sociaux qui se rendent chez Madame Wright. Et au moment où ils arrivent, Sylvia, elle est au sous-sol. Elle se dit « Parfait, je vais dire aux services sociaux qu'elle s'est enfuie. » Elle ne sait pas où elle est. Elle montre à Jenny que si elle ouvre sa bouche, ça va très mal se passer pour elle. Jenny n'a pas envie de rejoindre sa sœur au sous-sol, elle se tait. Quand l'assistante sociale revient au bureau, elle dit que c'est plus nécessaire de téléphoner au domicile de Madame Wright, que tout va bien. Enfin, Sylvia est partie, mais il n'y a pas du tout à s'affoler. Le 21 octobre 1965, Madame Wright demande à son fils John, à sa fille Stephanie et au petit copain de sa fille Coy de faire monter Sylvia dans la chambre et de l'attacher à un lit.
Elle lui dit que si elle arrive à se retenir de faire pipi pendant toute la nuit, elle pourra de nouveau dormir à l'étage. Madame Wright sait très bien que Sylvia n'y arrivera pas. Et si elle fait ça, c'est encore un de ses jeux malsains. Pour la punir, elle se dit qu'elle veut marquer Sylvia. Et par marquer, j'entends lui écrire des choses sur la peau, mais qui vont rester. Elle fait ça en disant à Sylvia « Vous avez marqué mes filles, alors je vous marquerai ». Après avoir été déshabillée de force, attachée et bâillonnée, Madame Wright écrit avec une aiguille sur le ventre de Sylvia. Puis elle demande à Ricky Hobbs, un garçon de 14 ans, de continuer son travail. Ricky Hobbs, pour vous dire un petit peu qui il est, c'est un garçon du quartier et c'est un peu son homme de main. En fait, de temps en temps, elle l'appelle pour qu'il accomplisse des tâches qu'elle n'a pas envie de faire et puis lui, il prend un malin plaisir à les faire. Il grave les lettres pour écrire la phrase « Je suis une prostituée et je suis fière de l'être ». Madame Wright prend ensuite un malin plaisir à lui dire qu'elle ne trouvera jamais de mari puisque maintenant elle est marquée et que c'est écrit sur elle que c'est une prostituée. Les enfants aussi veulent écrire quelque chose. Bah oui, c'est un jeu. Au début, ils veulent écrire un S pour Sylvia, ou plutôt pour slave, qui veut dire esclave. Sauf qu'ils se trompent et ils écrivent le chiffre 3. Je sais pas pourquoi, je sais même pas comment ils ont pu se tromper. Un jour, Jenny a réussi à se faufiler au sous-sol pour aller voir sa sœur et s'assurer qu'elle allait bien. Enfin bien, c'est un bien grand mot. C'est là que Sylvia lui a dit « Je vais mourir, je peux le dire ». Le 23 octobre 1965, Madame Wright lui dicte une lettre qu'elle écrira à ses parents. Dans cette lettre, elle explique qu'elle s'enfuit avec un groupe de garçons du quartier, qu'elle a été violée par ces garçons, mais qu'elle a aussi été mutilée. Dans la lettre, elle dénonce aussi son comportement envers Madame Wright, disant qu'elle avait déjà fait pipi au lit exprès pour pouvoir salir le matelas, qu'elle lui avait fait débourser de l'argent pour aller voir plusieurs médecins et qu'en plus de ça, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour rendre Madame Wright folle. Cependant, elle n'a pas signé la lettre et c'est une demande de Madame Wright. Madame Wright avait un plan en tête, son plan c'était de l'emmener dans la forêt et de la laisser mourir de faim. Quand Sylvia a entendu ça, elle a voulu s'enfuir. Le problème c'est qu'elle est trop faible pour s'enfuir. Elle n'y arrive pas. Elle est punie, elle est battue jusqu'à temps qu'elle s'évanouisse, puis elle est de nouveau enfermée dans le sous-sol. Le lendemain, le 24 octobre, Madame Wright tente de frapper Sylvia avec une chaise. Elle la rate de peu, la chaise se fracasse contre le mur et comme elle l'a ratée, elle est encore plus folle de rage, donc elle prend la pagaie et encore une fois, elle rate Sylvia. Coy Hubbard intervient et lui, il ne rate pas ses coups, il la frappe avec un manche à balai jusqu'à temps qu'elle perde connaissance. C'est pendant la nuit du 24 au 25 octobre 1965 que Sylvia a frappé le sol du sous-sol avec une pelle. D'ailleurs, une voisine dira plus tard qu'elle avait entendu des cris et des bruits, mais elle n'avait pas alerté la police parce qu'elle se disait que c'était probablement pas grand-chose. Le 26 octobre, Madame Wright veut donner un bain à Sylvia, puisqu'elle est complètement sale. Elle demande à Stéphanie et Ricky de l'emmener dans la baignoire et ils la mettent dans la baignoire tout habillée. Ils se rendent compte que Sylvia ne respire plus. Au début, ils se disent qu'elle fait semblant, et très vite, ils se rendent compte que non, elle fait pas semblant. Sylvia est décédée. Ce que Madame Wright fait, c'est qu'elle leur ordonne de la remettre dans le sous-sol. Elle demande ensuite au petit ami de Stéphanie d'appeler la police depuis une cabine téléphonique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de téléphone chez eux, et la police se rend chez Madame Wright. Elle explique à la police que quand Sylvia est revenue de sa fugue, elle était dans cet état, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Je précise quand même que quand ils l'ont amenée au sous-sol, ils l'ont déshabillée. C'est pour ça aussi qu'elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais que les garçons l'ont probablement violée. En plus de ça, elle a la lettre à l'appui. Cependant, Madame Wright sous-estime Jenny à ce moment-là, puisque quand Jenny parle à la police, elle leur dit « Par pitié, faites-moi sortir d'ici et je vous dirai tout ». C'est grâce à son témoignage que la police arrive à arrêter Madame Wright, ses 3 enfants, Paula, Stéphanie et John, mais aussi les 2 autres enfants du quartier, dont le petit ami de Stéphanie, et Ricky Hobbs, qui était l'homme de main, entre guillemets, de Madame Wright. Ils arrêtent aussi notamment d'autres enfants du quartier qui étaient venus seulement pour frapper Sylvia, qui sont Mike Monroe, Randy Lepper, Judy Duke et Siskoe. Madame Wright nie tout, à part une chose. Elle dit aux policiers qu'effectivement elle avait demandé à Sylvia de dormir dans le sous-sol puisqu'elle faisait pipi au lit et qu'elle abîmait les matelas. Quand les policiers lui demandent plus de détails, notamment puisqu'ils ont aussi eu les résultats de l'autopsie, Madame Wright commence à s'agiter, elle panique un petit peu. Vous voulez les résultats de l'autopsie ? Je vous les donne. Sylvia avait en tout sur le corps 150 blessures. Elle avait aussi des brûlures de cigarettes, en plus des diverses brûlures au 2e et 3e degré. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils ont aussi découvert de nombreuses et graves contusions, ainsi que des lésions musculaires et nerveuses. En comparant les résultats de l'autopsie et la version de Madame Wright,
on se dit qu'elle ment certainement, parce que toutes les blessures que Sylvia avait n'ont pas pu être causées en quelques jours de fugue, selon Madame Wright en tout cas. Aussi, ses ongles avaient été pliés, comme retournés, et il lui manquait la couche supérieure de la peau au niveau du cou, du visage, de la poitrine et des genoux. Sylvia s'était mordu les lèvres tellement fort, probablement quand elle était torturée et qu'elle souffrait, que ses lèvres étaient presque coupées. Sa cavité vaginale était enflée, bien qu'un examen a bel et bien montré que son hymen était intact. Ce qui discrédite largement les accusations de Madame Wright disant que Sylvia était une prostituée. La cause officielle du décès était un gonflement du cerveau, une hémorragie interne du cerveau, ainsi qu'un choc. Lorsque les procès s'ouvrent, Stéphanie témoigne contre sa famille. Et si elle fait ça, c'est aussi pour ne pas être inculpée. Ce qui est assez complexe dans ce procès, c'est qu'il y a 4 avocats différents. Celui de Madame Wright, celui de Paula, celui d'Hobbs et celui qui représente Coy et John. Et bien évidemment, chacun rejette la faute sur l'autre. Ce sont 17 longs jours de procès qui s'ouvrent et au cours de ce procès, Marie, qui est la fille de Madame Wright, est appelée à la barre. Pendant son premier interrogatoire, elle avait affirmé les dires de sa mère, puis pendant un contre-interrogatoire, elle avait craqué et elle avait tout raconté. Lorsqu'elle est appelée à la barre, elle raconte avec des détails graphiques et directs comment sa mère et ses frères et sœurs ont torturé Sylvia. Grâce à son témoignage, Gertrude Baniszewski a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. Cependant, elle n'a pas été condamnée à la peine de mort, ce qui a choqué tous les habitants d'Indianapolis. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Paula Baniszewski, de son côté, a été reconnue coupable de meurtre au second degré. Elle a fait appel et avant son deuxième procès, elle a accepté un accord de plaidoyer. Elle a plaidé coupable d'homicide volontaire. Elle a purgé une peine de prison de 3 années, puis elle est sortie de prison. John Baniszewski, Ricky Hobbs et Coy Hubbard ont chacun été reconnus coupables d'homicide volontaire. Ils ont été condamnés à 18 mois dans un centre de détention pour mineurs. Après avoir réalisé ce qu'il avait fait, Ricky Hobbs est tombé en dépression et il s'est mis à beaucoup fumer. Il est d'ailleurs mort d'un cancer du poumon à l'âge de 21 ans. Coy Hubbard est décédé à l'âge de 56 ans d'une crise cardiaque. Revenons-en un peu sur Madame Wright. Qualifiée de détenue modèle, tout le monde l'appréciait, si bien que beaucoup de personnes l'appelaient maman, et en 1985, elle est libérable. Oui, vous avez bien entendu, elle est libérable. Et si vous êtes choqués, sachez que vous n'êtes pas les seuls, puisque Jenny Likens et sa famille l'étaient aussi. Ils ont d'ailleurs dénoncé ça à la télévision. Il y a 2 groupes anticriminels, Protect the Innocents and Society Leagues Against Molestation, qui se sont rendus dans l'Indiana pour s'opposer à la libération conditionnelle de Madame Wright, ainsi que soutenir la famille Likens. Après avoir lancé une campagne, ils ont obtenu 4500 signatures en 2 mois. Cependant, ça n'a pas suffi puisque le 4 décembre 1985, Madame Wright est libérée. Lors de son audience, elle a déclaré « Je ne sais pas quel rôle j'y ai joué, parce que je me droguais. Je ne l'ai jamais vraiment connu. J'assume l'entière responsabilité de ce qui est arrivé à Sylvia. » Après sa libération, elle s'est rendue dans l'Iowa, elle a changé d'identité, elle a repris son premier nom, Van Fossen, et maintenant elle s'appelle Nadine Van Fossen. Elle est cependant décédée 5 ans plus tard, en 1990, d'un cancer du poumon. Et sa fille l'avait aussi rejoint, pareil, sous une nouvelle identité. Elle avait trouvé un petit boulot en tant qu'enseignante. Ouais, en tant qu'enseignante. Bien sûr, ils se sont par la suite rendus compte de ses antécédents et elle a été virée. John Baniszewski a aussi changé son nom pour John Blake. Il a travaillé comme chauffeur de camion avant de devenir agent immobilier et ministre. Il s'est marié, il a eu 3 enfants et il s'est fait plutôt discret, bien qu'il soit apparu très brièvement en 1998 après le massacre de Jonesboro pour parler pour la première fois du meurtre de Likens. Il dit même qu'il assume l'entière responsabilité de son rôle dans le meurtre de Sylvia Likens et qu'il aurait dû avoir une peine plus sévère. Je le crois à moitié quand même, parce que si vraiment il pensait ça, il l'aurait fait à l'époque quand il était au tribunal. C'est facile de le dire maintenant après des années. En 2021, un mémorial pour Sylvia Likens a été édifié à Indianapolis. Si cette histoire vous a intéressé, sachez qu'il y a un film qui existe qui s'appelle An American Crime et qui retrace l'histoire de Sylvia Likens.
Voilà, c'est la fin de cette histoire très connue, du moins je pense que vous la connaissiez, mais dites-moi quand même dans les commentaires si vous la connaissiez et si vous la connaissiez pas, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.